La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 35. Les pages volantes de Thierry Mortamet. 3e partie. Bonjour, c'est Tonton Pagou. Ce serait bien, vous ne croyez pas, de pouvoir faire une interview, je ne sais pas moi, avec Albert Camus, avec William Shakespeare, ou avec Jean de La Fontaine, ou avec Anaïs Nin. Tous ces auteurs nous parleraient comme je vous parle là, comme Jean Giono, avec son homme qui plantait des arbres. Car telle est la merveille de la littérature. À travers les siècles et les espaces, avoir le pouvoir de changer de contexte avec un auteur, une autrice, de changer d'état d'esprit, de changer d'espoir, de changer de regret, de changer de personnage, de changer d'environnement. Quelle détente, quelle liberté! Tous ces écrivains, en nous parlant d'eux, nous parlent aussi du monde qui les entoure, et puis de nous. Et du coup, on se sent moins seul. Avec Jean Giono, c'est une plongée dans la nature. Dans celle de l'homme, certes, mais aussi dans celle du monde, la nature réelle, la vraie, celle des arbres et de la mer. Une plongée dans la nature qui change un peu de sens, avec le réchauffement climatique et toutes ces choses-là, vous savez. La nature aujourd'hui, qui était comme un rêve autrefois, est devenue une nature polluée. Quant à la mer, celle dans laquelle on aurait envie de se baigner et de se régénérer, on en voit aussi des images avec des bouts de plastique, vous savez, des détritus. Et puis, la Méditerranée qui a fait tant d'échanges, on la voit aussi pleine d'embarcations, pleine de réfugiés. Mais je m'égare. Revenons à Jean Giono et à son paysan inculte et généreux. Écoutez-le, c'est la conclusion de cette nouvelle dite par l'excellent Thierry Mortamet. Après la Première Guerre mondiale, le narrateur retourne dans le sud des Alpes à la recherche d'Elzéar Bouffier. Celui-ci continue son reboisement, qui ramène peu à peu l'eau dans les ruisseaux desséchés et la vie dans les villages désertés. Cette forêt miraculeuse attire bientôt l'attention des pouvoirs publics qui cherchent à en comprendre l'origine. Le narrateur met un ami capitaine forestier dans la confidence, et celui-ci s'assure de la sauvegarde de cette forêt contre d'éventuels bûcherons. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien, cependant, dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées, leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort, situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé, l'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple, chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs, c'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante. Et ce qui me toucha le plus, on avait planté près de là un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les 4 ans, déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir est nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages.
Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il ne fallut que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement d'Erwin que j'avais vu en 1913 s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans les bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans le chemin des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Chanaan, je trouve que malgré tout la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon. Lecture de Thierry Mortamet. L'homme qui plantait des arbres, de Jean Giono, est disponible aux éditions Gallimard. Constance dans la grandeur d'âme, acharnement dans la générosité. Ouais, un paysan sans culture qui avait ignoré 2 guerres. C'est la petite leçon que nous propose Jean Giono. À demain. tontonpagou@gmail.com. À suivre.